Alors, je n'ai pas trop l'habitude de faire des conférences par Zoom. Je préfère en général voir les gens en direct et avoir une interaction continue pendant la conférence. Donc là, je ne suis pas trop habitué à ce genre de présentation. Donc aujourd'hui, je vais vous parler donc de notre transhumanisme et de supraconscience, entre transhumanisme et supraconscience, l'humanité à la croisée des chemins. Donc il y aura une petite introduction, une présentation du transhumanisme, de ce que c'est, une présentation un petit peu des nouvelles technologies qui s'allient pour travailler à cette possible éventuelle transhumanisme. Et ensuite, ce sera les considérations un peu philosophiques et spirituelles, savoir si c'est possible, si c'est pas possible, et où est-ce que ça peut nous mener. Et donc, on reprendra un petit peu l'interrogation de ce matin par rapport à la nouvelle civilisation, car nous sommes vraiment justement à la croisée des chemins, et nous avons le choix entre aller vers un avenir un peu improbable et catastrophique, soit vers un avenir fait de fraternité qui nous emmènera vraiment vers une nouvelle civilisation. Et ce qui est important de prendre conscience, c'est que nous avons encore le choix et que cela dépendra de nous, de ce que nous voulons bien faire. Soit on veut se laisser aller et laisser les choses se faire et nous faire mener en quelque sorte dans des directions où on ne le souhaite pas, soit on souhaite prendre notre destinée en main. Et là, donc, ça dépend effectivement de l'humanité. Donc, il faudrait constater qu'aujourd'hui, le progrès technologique. Est-ce que vous m'entendez bien d'abord? Parce que je sais qu'il y a eu des problèmes de voix, de son, de connexion. C'est bien. Ok. Donc, il faudrait Ça va constater. très bien. Merci. Donc, il faudrait constater qu'aujourd'hui, le progrès technologique est exponentiel et qu'il n'est plus maîtrisé. Ce sont les multinationales qui décident un petit peu de tout. Elles sont sans contrainte, sans étude de risque et d'impact possible sur nos vies et sur notre environnement. Ces progrès techniques ont lieu aussi bien en nanotechnologie, en biologie, avec la génétique moléculaire, la découverte des cellules souches, qu'en informatique, incluant les télécommunications, la robotique, l'ordinateur quantique, que dans les sciences cognitives. Donc les implications sur l'évolution de l'homme peuvent être très importantes, allant même, pourquoi pas, jusqu'à la survie même de l'humanité, en tout cas de l'être humain tel qu'il est fait de chair biologique, en relation avec un environnement écologique vivant. Donc aujourd'hui, on parlera un peu plus du transhumanisme, et dans ce règne du transhumanisme, il est même question d'abolir le vieillissement, de vaincre la mort, qui est considérée comme une simple maladie. Donc le transhumanisme se propose même donc, de vivre dans un corps humain immortel, et ça pourrait être même un corps de robot immortel. Donc il est envisagé de pouvoir télécharger l'esprit humain sur des machines pour que l'esprit de l'homme perdure après la dégradation de son corps, de chair. L'être humain pourrait ainsi voyager de disque dur en disque dur, à moins que ce soit de clé USB en clé USB. Mais là, on se posera la question de savoir si cela est vraiment possible. Et si c'était possible, s'agirait-il vraiment encore d'un être humain? En tant que l'Institut Alcor, il est notre responsabilité de réfléchir aux impacts de ces technologies sur nos vies, d'apporter un regard spirituel qui est le nôtre sur ces enjeux, et d'encourager les développements positifs, mais aussi d'en dénoncer, bien sûr, d'alerter sur les impacts négatifs que cela pourrait avoir sur notre futur, notre évolution et notre liberté. Donc ce sera le transhumanisme qui sera exposé plus spécifiquement. Donc de notre point de vue, le transhumanisme est un projet fait par une science matérialiste qui réduit l'homme à un paquet d'informations. On mettra cette vision en parallèle avec une vision spiritualiste de la vie et de l'homme, qui est celle du développement de la conscience humaine. Au-delà, développement de la conscience humaine, au-delà de son être d'unité, pour atteindre sa réalité spirituelle, et la vérité consciente, qui est transcendantale, que Sri Aurobindo appelle le supramental, et qui correspond chez Alice Bailey à ce qu'on appelle la bouddhi, ou l'âme spirituelle. Donc le supramental chez Sri Aurobindo est l'intermédiaire entre le un et le multiple. Et pour Alice Bailey, la bouddhi, c'est l'intermédiaire entre l'atma et le manas, entre la monade
et l'intellect de notre personnalité. Alors, qu'est-ce que le transhumanisme? Donc aujourd'hui, la science technique, avec ses différents aspects, nous promet non seulement de réparer l'homme ou de le guérir, mais surtout de transformer l'homme, de l'améliorer, d'augmenter ses capacités pour en faire un surhomme. Et même pour les tenants d'une vision dure de ce projet, de rendre l'homme immortel dans son corps, en tout cas dans son esprit, fait d'une accumulation de mémoire. Il n'y a donc dans ce cas-là plus de réparation simplement de l'être humain, mais de dépassement de l'homme. On entrera alors dans l'ère de la post-modernité, qui est l'ère de la post-humanité, donc de ce qui viendra après l'humanité. Ce désir de l'homme augmenté n'est-il pas le reflet de ce qu'on appelle le mythe du surhomme? Il a été rêvé, désiré de ses œufs chers, entre autres par Hitler. Donc il y a un risque évident dans ce mythe du surhomme d'une perte de liberté, d'un eugénisme, d'une sélection des hommes entre ceux qui doivent vivre et ceux qui doivent disparaître. Donc il y a un fort risque, encore et toujours, et même souvent, je dirais, de la création d'une élite par rapport aux autres, à ceux qui ne seraient rien dans ce cas-là. Donc, dans ce projet de transhumanisme, il y a un risque d'une humanité à deux vitesses. La ségrégation entre ceux qui pourront vivre longtemps, en meilleure santé, et les autres, les rebuts de la société, qui ne pourront pas se payer les pilules, les opérations, les transformations qui coûteront bien sûr très, très, très cher. N'est-ce pas donc ce transhumanisme, en fait, compte la promesse d'un monde divisé, séparé, d'un côté les élites jeunes et très riches, immortelles, et de l'autre les parias. On peut se demander de qui décidera de l'avenir de chacun. Est-ce que ce sera simplement notre porte-monnaie qui va décider de notre futur, à moins qu'il y ait un conseil, un concours pour rentrer dans ce transhumanisme, et ou la présence d'un jury qui étudiera votre dossier. Donc ces transhumanismes et le rêve, est-ce qu'il n'annonce pas en fait compte la fin des temps? Est-ce que ce ne sont pas les faux prophètes qui sont annoncés par les énergies? En tout cas, leur projet, c'est plus que guérir l'être humain, c'est vraiment de dépasser l'être humain. Donc le vieillissement est considéré dans cette vision-là comme une maladie comme un autre, qu'il est possible de guérir. Et donc le but louable de ce transhumanisme, c'est de supprimer toutes les maladies, mais aussi la vieillesse et la mort. Donc le but général serait d'améliorer le sort des êtres humains, pour qu'ils vivent en forme plus longtemps, plutôt que malades et de mourir. Vivre donc longtemps sans maladie, voire même très longtemps sans mort, et donc vivre immortel. En France, un Laurent Alexandre, par exemple, qui est un neurologue de formation et entrepreneur, l'auteur de nombreux livres, annonce que la personne qui vivra 1000 ans grâce à cette nouvelle technologie existe déjà et est déjà là. Dans ce rêve du transhumanisme, est-ce que ce n'est pas la matière inconsciente, qui rêve, à travers les transhumanismes, d'être comme sa source, l'esprit immortel? Car nous pensons chez Alcor que la matière a pour source l'esprit, qu'à la source, nous sommes des êtres immortels. Donc le but du transhumanisme n'est pas seulement d'augmenter l'espérance de vie, mais de rallonger la longévité de la vie humaine, laquelle est aujourd'hui à peu près à 120 ans. Jeanne Calment est mort, je crois, à 127 ans. Donc ça, la longévité, c'est l'âge à laquelle la personne la plus âgée peut l'atteindre. Donc on va dire 127 ans pour Jeanne Calment. L'espérance de vie, c'est quand on est, quelle est notre espérance de vie. Donc cette espérance de vie est plus basse que ce qu'on appelle la longévité. Donc le but du transhumanisme est vraiment d'augmenter les capacités humaines et intellectuelles de l'être humain, ce qui en soi est très très bien. Mais n'entrons-nous pas dans cette vision aussi dans une dynamique d'un désir insatiable, celle du toujours plus? Toujours plus, non seulement dans l'accumulation des biens matériels, dans le confort,
dans l'accumulation des choses même inutiles, mais l'accumulation dans ce désir de vivre qui fait qu'on on vit pour nos désirs, nos propres désirs, et on oublie en fait compte qui nous sommes. Donc je vais prendre quelques cas concrets de ce désir d'immortalité. Donc pour vous montrer que l'affaire du transhumanisme, ce désir d'immortalité est déjà en route. Donc l'espoir de ralentir le vieillissement, voire d'en guérir, est là. Donc je vais commencer par une femme qui s'appelle Elisabeth Parrish. Elle a créé une société qui s'appelle BioVivant. Et c'est une société de biotechnologie, de thérapie anti-âge. Et en fait, quand elle s'est portée elle-même comme cobaye et volontaire pour tester les produits génétiques qu'elle propose dans sa société. Entre autres, donc, la thérapie génique pour ralentir le vieillissement cellulaire. On a remarqué que le vieillissement cellulaire était associé à une diminution des extrémités des chromosomes. Les chromosomes ont une extrémité qu'on appelle le télomère. Et avec le vieillissement cellulaire, il y a une diminution du télomère qui est observée. Et quand on a fait le premier clone, par exemple, le brebis, je crois que c'est une brebis, qui s'appelle Dolly, donc le premier clone animal réalisé, en tout cas chez les mammifères, on s'est aperçu que Dolly, qui était beaucoup plus jeune que son double initial, avait en fin de compte le même âge cellulaire que son modèle. Car en faisant un clone avec une cellule âgée, on reproduit un animal identique, mais avec le même âge, même s'il a été fait 30 ans après, il aura le même âge que l'individu initial. Donc on ne résout pas le problème de la jeunesse, en quelque sorte. Mais la thérapie génique qu'essaye Elisabeth Parrish dans sa société BioViva, c'est une thérapie qui justement diminue la taille des télomères. Donc les télomères diminuent grâce à cette thérapie génique. Donc c'est des gènes qui interviennent dans les cellules de la personne testée et qui vont travailler à ce raccourcissement, et ça marche. Donc elle a été étudiée quelques années après avoir testé cette thérapie génique, et effectivement ça marche. Elle est plus jeune dans son corps que ce qu'elle devrait avoir. Donc son âge biologique a vraiment diminué. Et donc, Elisabeth Parrish est vraiment la première personne au monde à avoir été traitée génétiquement pour ralentir le vieillissement. Donc ça marche pour le moment, on ne sait pas jusqu'à où, bien sûr. À Phoenix, en Arizona, une personne qui est rentière, qui a travaillé dans l'immobilier, elle essaie de rajeunir grâce à une multitude de pilules anti-âge, compléments alimentaires, des médicaments expérimentaux, et surtout grâce à une molécule qui s'appelle FOX04-DRI, qui coûte 500 € le milligramme, qui a testé positivement sur les souris. Donc jusqu'à maintenant, il n'y a que les souris qui avaient été testées avec cette molécule. Et cette molécule permet effectivement un ralentissement spectaculaire de l'horloge biologique des souris. Donc cette personne en Arizona teste justement grâce à toute une multitude de molécules, mais entre autres grâce à cette FOX04-DRI, le ralentissement cellulaire, le ralentissement de son horloge biologique. Et les petits tests au bout de quelques années montrent qu'effectivement, elle aurait un âge 4 à 5 ans de moins que son vrai âge, mais sauf qu'il y a toujours une erreur quand on fait des calculs. Et donc, pour le moment, le plus ou moins correspond encore à son âge. Donc, il faudra attendre quelques années pour voir si ça marche vraiment. Alors, le troisième cas dont je vous parle, c'est ce que propose la société Alcor Life Extension Foundation. Alcor, comme l'Institut Alcor, mais c'est pas nous. Donc, elle a été créée en 1972 en Arizona. En fait, dans l'attente de techniques futures de l'immortalité, des personnes choisissent, au moment de leur mort, de préserver leur corps dans le froid par une technique de froid douce, qu'on appelle la cryonie,
qui est différente de la cryogénie qui, elle, est plus, un peu plus violente, et qui a plutôt tendance à détruire les cellules cellulaires. Donc la cryonie permet, en mettant le corps, en plongeant le corps dans une température douce, en diminuant de façon très très lente, de préserver l'intégrité cellulaire. Donc l'idée, c'est que le jour où il y aura des techniques, des nouvelles technologies qui permettront de réanimer et de rajeunir les corps, de réveiller ces personnes et d'en faire bénéficier. Donc à ce jour, il y a 100, où est-ce que j'ai mis ça? À ce jour, il y a 180 personnes qui sont fait cryogéniser par la société Alcor. Et il y a 1350 personnes qui ont déjà payé leur adhésion à la Alcor Life Extension Foundation pour, le jour où elles seront mortes, être gelées dans leur frigo. Donc pour information, ce n'est pas forcément donné à tout le monde, puisque ça coûte 200 000 dollars pour cryogéniser le corps en entier. Mais on peut se faire cryogéniser la tête simplement. Et donc, si on se cryonisait la tête, c'est 80 000 dollars. Les animaux de compagnie ont aussi la possibilité d'avoir ce traitement. Donc, le jour où ces personnes revivront, elles pourront vivre avec leur chat ou leur chien si elles le désirent, et surtout si cela est faisable. Alors, pourquoi cryogéniser que la tête? Parce qu'on pense que dans les futures technologies, nous permettront de créer un corps de nanorobot. Donc le corps humain fait de chair sera plus nécessaire. Un corps de nanorobot suffira. Donc peut-être que justement, ce ne sera pas une tête mise sur un corps de nanorobot, mais l'esprit, soi-disant, de la personne qui est dans la tête sera téléchargé sur un support informatique qui sera viable sur un corps fait des dessins de nanorobot. Donc voilà où en sont les exemples aujourd'hui. Alors il faut savoir, cela ne vous étonnera certainement pas, que ces personnes pensent que la mort est la fin de toute existence. Quand on leur pose la question, ils disent oui, la mort c'est la fin de tout, ça n'a aucun intérêt, c'est vraiment désespérant, on veut vivre, on aime bien vivre dans ce corps, et plutôt dans un corps plus jeune, donc autant garder ce corps, attendre les nouvelles technologies pour le rajeunir, et puis on continuera cette belle vie qu'on mène sur cette planète, qui ne devient pas forcément de plus en plus belle. Ça, c'est une autre question. Donc, ces personnes ont vraiment une vision matérialiste, et donc elles souhaitent continuer à vivre dans ce corps matériel et dans ce monde matériel. Donc, les progrès de la génétique permettent aujourd'hui de modifier le génome également avant la naissance. Donc, il est possible, avec de nouvelles techniques qui ont été inventées dans les années 2010, d'insérer des gènes de façon très très précise dans l'ADN. Donc aujourd'hui, il est possible de faire un marché des enfants. Alors ça ne se fait pas encore à ma connaissance, mais de faire le marché des enfants, d'avoir un catalogue en disant voilà, les gènes qui vont vous permettre d'avoir tel enfant, telle caractéristique, telle beauté, telle qualité. Et grâce à ces inserteurs de gènes, on mettra dans l'embryon, alors qu'il y a juste quelques cellules, ces nouveaux gènes pour que le bébé se développe avec les qualités voulues. Donc c'est une porte ouverte, vraiment, ces techniques, la transformation des enfants au gré des désirata de leurs parents et en fonction, bien sûr, toujours de leur porte-monnaie. Et donc, si ça continue et si c'est faisable, on peut craindre que l'enfant du futur soit conçu sur cette année. Donc, sur des propositions extrêmes, si elles pouvaient avoir lieu, elles seraient en passe vraiment d'affecter la nature humaine, voire de modifier l'homme dans son évolution, et voire modifier l'homme dans son évolution pour toujours. Donc l'évolution humaine risque d'être déviée de son cours naturel pour des causes mercantiles, car bien sûr, dans tout cela, il s'agit de marché, d'industrie, de commercialisation, associée à une peur qu'il n'y ait rien après. Donc ce qui est en jeu également, c'est la récupération des applications de la technique par les politiques, les gouvernements,
Donc le risque est fort de contrôle de masse, de contrôle de la vie privée. Par exemple, il faut savoir qu'à Chongqing en Chine, qui est la ville la plus informatisée, où il y a le plus de caméras et de reconnaissance faciale, il y a 180 caméras pour 1000 habitants dans la ville. Donc le risque est donc fort d'un contrôle rapide des masses et de domination, voire d'aliénation des masses par ces nouvelles technologies. Donc là, on parle dans ce cas-là plus de l'intelligence artificielle. Donc le pouvoir grandissant des multinationales est bien sûr aussi inquiétant, puisqu'ils deviennent, ils sont même plus puissants que les États. Et donc ça aussi, c'est quelque chose qu'il faudrait éviter que ça se développe. Et bon, il faut savoir que y a les États-Unis, avec l'arrivée de Biden, ils surveillent un petit peu justement ce monopole des grands États, et il y a quand même une surveillance pour éviter que les Google, les Facebook soient plus forts et plus riches que les États. Donc, quelles sont les sciences qui sont en jeu dans ce développement du transhumanisme? Donc, il y en a 4 principalement. Donc, il y a les nanotechnologies, la biologie, bien sûr, les biotechnologies, l'informatique et les sciences cognitives. On les appelle les NBIC. NBIC, N pour nanotechnologie, B pour biotechnologie, I pour informatique et C pour cognitive. Donc, ces 4 domaines s'enrichissent les uns les autres et convergent vers une transdisciplinarité. Et les progrès dans l'un permettent des progrès dans les autres domaines. Par exemple, les nanotechnologies permettent de manipuler très précisément l'ADN. Donc, le N influe sur le B. De faire des nanotransistors pour des ordinateurs qui vont continuer à se miniaturiser de façon importante. Donc là, les nanotechnologies influencent sur l'informatique. Et de faire des nanomédicaments, des nanorobots pour réparer les tissus et les veines, et voire d'implanter des nano-implants dans le cerveau pour améliorer les capacités de l'esprit humain, du mental humain. Donc il y a un développement vraiment exponentiel de toutes ces technologies dans tous ces domaines, qui fait que vraiment depuis, on va dire, de 2006 ou 2007, je crois que c'est l'avènement du premier téléphone smartphone, mais c'est aussi à partir de la fin de ces années 2000, tout début 2010, que l'intelligence artificielle s'est développée de façon très très importante, car dans le I de NVIC, il y a l'informatique. Dans l'informatique, on peut mettre l'intelligence artificielle, qui était développée et pensée depuis des dizaines et dizaines d'années par les scientifiques. Sauf que la puissance des ordinateurs aujourd'hui permet vraiment une puissance de l'intelligence artificielle qui n'était pas du tout possible il y a 20 ans. Et que la puissance des ordinateurs également permet d'avoir une puissance énorme sur la big data, parce que l'intelligence artificielle se nourrit d'informations. En quelque sorte, les sens qui ouvrent le monde de l'intelligence artificielle au monde sont les données. Nos sens nous ouvrent des données sur le monde qui nous entoure, et l'intelligence artificielle, ce qui ouvre les données sur le monde qui l'entoure, ce sont les données, c'est la big data. Avec les puissances effarantes des ordinateurs, donc là, les ordinateurs peuvent accumuler énormément de données, et donc l'intelligence artificielle être beaucoup plus puissante qu'avant. Et ce qui se passe également, c'est qu'on crée des couches de neurones artificiels. Donc, on essaie de faire fonctionner l'intelligence artificielle sur un modèle de neurones informatiques, et qu'on crée des couches différentes de neurones informatiques qui permettent également la puissance et de multiplier la puissance de l'intelligence artificielle. Donc, tout à l'heure, je vous ai déjà parlé donc, de la construction du corps humain, non plus d'un corps humain de chair, mais d'un corps humain fait
nanorobots. Et donc, je vous en précise encore, donc, la nanotechnologie agit sur tous les autres domaines, donc la biotechnologie, l'informatique, les sciences cognitives, et même que toutes les autres sciences vont influencer sur les autres. Donc, il y a la biotechnologie, donc concerne plus spécifiquement donc, la génétique moléculaire, où on peut insérer, grâce à une donnée très récente qui a été développée à la fin des années 2010, qui s'appelle le CRISPR-Cas9. C'est une chercheuse française qui est aux États-Unis, qui a reçu le prix Nobel pour cette découverte l'année dernière, je crois. Et donc, cet outil génétique est largement utilisé depuis la fin des années 2010. On a découvert aussi la régénération cellulaire grâce aux cellules souches. Il y a encore 10 ans, on n'utilisait pas les cellules souches et c'était encore un petit peu un rêve, l'existence des cellules souches. Aujourd'hui, on a découvert que dans l'urine, il y avait des cellules souches. Donc, on a découvert, on cherchait où se trouvait la cellule souche. Aujourd'hui, en allant aux toilettes, on peut trouver tout simplement des cellules souches. Donc, il faut les découvrir. Et qu'est-ce que c'est que ces cellules souches? Il faut savoir que c'est des cellules totipotentes. Elles ont la possibilité d'utiliser tout le génome qu'il y a à l'intérieur de la cellule. Nous, quand on a une cellule de cheveux, le cheveu, il reste un cheveu, la cellule du cœur, elle reste un cœur. Notre rétine, elle reste une rétine. C'est comme si, dans son processus cellulaire, elle avait pris un chemin de développement cellulaire, c'est ce qu'elle a pris, mais c'est qu'arrivée au bout, elle ne peut plus aller en arrière et elle est coincée dans son chemin. Une cellule de la rétine reste une cellule de la rétine, une cellule du cœur reste une cellule du cœur. La particularité de la cellule souche, c'est qu'elle retrouve sa totipotence, elle retrouve le tout. C'est la partie qui peut faire le tout. Le tout devient possible pour elle, le tout génétique, le tout du génome. Et donc, si on arrivait vraiment à trouver le chemin pour faire développer les cellules comme ce qu'on le souhaite vraiment, une personne amputée, tout simplement, pourrait retrouver un bras. Donc là, il n'y aurait plus besoin de robots pour faire le bras. Donc ça, ce serait des découvertes encore quand même plus intéressantes d'avoir un bras naturel qu'un bras artificiel. Sauf que dans cette perspective, le bras naturel nous donnera notre force naturelle. Aujourd'hui, les gens qui souhaitent le transhumanisme et qui souhaitent son développement auraient presque envie d'avoir un bras artificiel pour être beaucoup plus fort et avoir une force surhumaine. Donc c'est vraiment un choix de société, un choix de futur. Soit on veut garder notre nature biologique donnée par la nature, soit on veut la perdre et la remplacer par les ordinateurs, et par les robots. Donc voilà les questions un petit peu qui se posent. Et donc, après, il y a le cerveau, c'est une autre question, le cerveau, parce que ça reste quand même un organe un peu compliqué. Même si on arrive à mettre des implants dans le cerveau pour éviter aux personnes qui sont épileptiques d'avoir leur crise d'épilepsie. Donc ça, vraiment, il y a du sens. Il y a on va dire, du bien commun dedans. Mais développer les capacités intellectuelles et mentales grâce à des nanorobots, des nano-implants, ça fait partie du rêve des transhumanistes. Donc pour revenir sur la biologie, il faut savoir que le prix d'un séquençage du génome se fait aujourd'hui pour moins de 1 000 $. Pour moins de 1 000 $, on peut avoir le séquençage de son génome personnel. Alors qu'en 2003, lorsque le séquençage du génome humain a eu lieu, donc il a fallu plein de laboratoires s'y sont mis, et ça valait à l'époque 3 milliards de dollars. Donc de 3 milliards de dollars, en 15 ans, on est passé, en un petit peu moins de 20 ans, on est passé à 1 000 $. Donc ce séquençage individuel qui est possible permet de connaître vraiment les risques des maladies, de les traiter préventivement et de personnaliser l'alimentation spécifique aux individus. Ça peut être quand même positif. Après, il y a toujours pareil, le risque de prendre à vie des médicaments qui ne sont pas utiles, parce que ce n'est pas parce qu'on a un gène à risque
que la maladie elle va devenir. Donc, c'est aussi un risque d'entrer dans une marchandisation de la santé humaine, marchandisation qui existe déjà un peu, bien sûr, mais de façon beaucoup plus importante et insidieuse qu'elle n'existe aujourd'hui. Donc, l'intelligence artificielle, je vais vous parler un petit peu de l'intelligence artificielle. Donc, les progrès est tel donc, que la puissance et la rapidité des ordinateurs continuent sur sa lancée et que les scientifiques prédisent pour bientôt l'existence d'une intelligence artificielle autonome, dépassant de très loin ce que peut faire le cerveau humain en calcul et en rapidité. Donc, je pense que de toute façon, ça existe déjà, l'intelligence artificielle qui calcule bien sûr plus vite, qui est beaucoup plus rapide que le cerveau humain. Par contre, ce qui est attendu, c'est que cette intelligence devienne autonome. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle, il y a des ingénieurs qui sont derrière, qui programment les algorithmes. Donc, c'est les algorithmes, la construction de ces algorithmes qui vont permettre à l'intelligence artificielle donnée de faire une tâche bien précise. Donc, l'humain est indispensable aujourd'hui pour le développement de l'intelligence artificielle. Mais ce que prédisent certains gens qui font la perspective, c'est que demain, l'intelligence artificielle sera capable de se programmer elle-même, de trouver les données elle-même, cette nourriture qu'on appelle la big data, de la récupérer elle-même, et donc de devenir autonome. Donc, plus besoin de l'être humain pour se développer, pour s'améliorer. Bon, je parle là des robots avec l'intelligence artificielle. Et donc, un des papes de cette intelligence artificielle autonome s'appelle Raymond Kurzweil, il a 73 ans. Actuellement, il travaille chez Google. Et bon, il est membre d'Alcor. Alors, il n'est pas membre de l'Institut Alcor, mais il est membre adhérent à l'Alcor Life Extension Foundation. Donc, le jour où il sera mort, il sera congelé pour le jour où la technologie existe, son corps puisse être rajeuni et remis vivant. Donc, Raymond Kurzweil propose 2029 comme la date du dépassement de l'intelligence humaine par l'intelligence artificielle. Donc 2029, c'est quand même bientôt. Et là, donc, il y a un risque fort que l'humanité se fasse dépasser par cette intelligence artificielle. Et certains scientifiques importants, comme par exemple Stephen Hawking, disaient déjà en 1994 que les formes primitives d'intelligence que nous avons déjà se sont montrées très utiles. Mais je pense que le développement d'une intelligence artificielle complète pourrait mettre fin à l'humanité. Je continue les citations de Stephen Hawking. Une fois que les hommes auraient développé l'intelligence artificielle, celle-ci décollerait toute seule et elle se redéfinirait de plus en plus vite. Les humains limités par une lente évolution biologique ne pourraient plus rivaliser et seraient dépassés. Donc ça, il y a effectivement même pas mal de scientifiques qui craignent qu'on soit dépassé par cette intelligence artificielle. Il faut savoir qu'il y a eu des pétitions qui ont été signées par près de 2000 scientifiques. Alors là, cette pétition était un peu spécifique, c'était pour interdire les armes autonomes, parce que bien sûr, les ordinateurs, on peut les utiliser pour le bien, pour le mal, pour construire, pour détruire. Donc les armes autonomes, les drones qui sont maîtrisés par l'intelligence artificielle et conduits par l'intelligence artificielle, ça existe. Mais jusqu'à maintenant, ce qui est prévu par les accords proposés par l'ONU, c'est qu'il y ait toujours un humain qui décide si on tire ou si on ne tire pas. C'est-à-dire que l'envoi des armes n'est pas déclenché par l'intelligence artificielle ou le drone lui-même, mais derrière, il doit toujours avoir un humain. Et donc, il y a des scientifiques qui ont signé pour que ceci soit vraiment bien surveillé et que les armes autonomes soient vraiment interdites. Pourtant, je crois que pendant la guerre de Syrie, a priori, il y en a qui disent que l'intelligence, l'arme autonome aurait été utilisée pendant la guerre de Syrie. Bon, là, les preuves ne sont pas forcément
très, très, très clair. Donc, ce dépassement de l'intelligence humaine par l'intelligence artificielle, on appelle ça la singularité. Donc, ce serait au moment de l'histoire humaine où il se passerait un événement important, unique. L'intelligence humaine serait dépassée et ce serait l'intelligence artificielle autonome qui surpasserait l'être humain. Et donc, c'est toute l'histoire de l'humanité qui pourrait être basculée à partir de cette date. Donc, d'autres n'y croient pas, d'autres scientifiques n'y croient pas, ils pensent qu'on s'inquiète pour rien. Car tout simplement, le cerveau n'est pas un ordinateur, il ne risque pas d'être déplacé parce qu'il est d'une complexité telle qu'on ne peut pas reproduire aujourd'hui encore la complexité du cerveau avec ses 1000 milliards de cellules et ses aussi centaines de milliards de cellules gliales. Les cellules nerveuses sont entourées de cellules gliales qui nourrissent et donnent des informations également au cerveau. Donc, une complexité extrême. On dit que le cerveau est même l'objet le plus complexe de l'univers. Et un ordinateur, par rapport à ça, c'est tellement simple qu'il y a des scientifiques qui ne pensent pas que ce dépassement pourrait avoir lieu. Alors, donc, je vous cite un petit passage sur l'intelligence. Donc, l'émergence d'une intelligence informatique auto-apprenante qui permettrait l'apparition d'une super-intelligence qui dépasserait tout ce que nous avons connu jusqu'ici. Une intelligence artificielle de ce type ne connaîtrait aucune limite, car elle pourrait se reprogrammer indéfiniment plus efficacement que par un être humain, et pourrait même concevoir des microprocesseurs toujours plus puissants, ce qui la rendrait encore plus intelligente, et ainsi de suite. Cette croissance exponentielle d'intelligence est appelée la singularité informatique. Alors, un petit peu d'eau. Donc, dans cette vision informatique de l'esprit humain, donc il y a cette analogie que certains font entre l'ordinateur et le cerveau. Donc, il suppose que l'esprit humain pourrait être téléchargé sur un disque dur. Donc, cela réduirait tout simplement l'être humain à des quantités de données, et que c'est les données qui feraient de nous un être humain. Et donc, une fois que ces données de l'esprit humain seraient téléchargées sur un ordinateur, ben, l'esprit humain pourrait bénéficier des capacités incroyables de calcul de l'ordinateur. Et donc, il y aurait une symbiose qui pourrait exister entre esprit humain et esprit d'ordinateur. Donc, le but de ce transhumanisme extrême est vraiment d'extraire l'être humain des limitations du corps mortel, notre corps fait de chair, qui est sujet aux maladies. Et donc, c'est pour revenir un petit peu à ce que disait Matt ce matin, ben, la technologie n'est-elle pas vue comme le nouveau Dieu? Dieu dans la machine, et l'homme associé l'esprit humain associé à cette machine et à ce Dieu dans la machine deviendrait le grand Dieu et le maître du temps et de nos vies. Donc, une nouvelle humanité serait en passe de naître pour les transhumanistes, les plus durs. Mais, toujours pareil, c'est cette question quand même importante, mais cela est-il vraiment possible? Vouloir améliorer et augmenter l'esprit humain, n'est-ce pas le détruire? Détruire son aspect le plus matériel et même le réduire et le limiter à sa mémoire. Donc la question qui se pose par rapport à tous ces développements, ce sont les questions philosophiques, tout simplement. C'est la question de qu'est-ce que l'homme, et les questions corollaires qui existent, qui sont qu'est-ce que l'identité, qu'est-ce que le soi, qu'est-ce que le jeu, comment la définir, comment les définir. Sont-ils réductibles aux informations et à la mémoire que l'on pourrait recueillir sur nos vies, sur nos expériences, et sommes-nous vraiment téléchargeables sur un disque dur? Donc, pour une vision matérialiste, oui, peut-être. Pour une vision spirituelle de l'être humain, c'est quand même beaucoup moins sûr, voire même impossible. Car on sait que l'homme n'est pas la mémoire de sa vie. L'homme est beaucoup plus complexe que l'ordinateur. Il a une intelligence émotionnelle que les ordinateurs n'ont pas. Il a une compréhension globale
qui est inexistant également chez l'intelligence artificielle, qui peuvent lui donner les algorithmes et les bases de données. Un exemple très très simple, c'est tout simplement un enfant de 3 ans. Un enfant de 3 ans qui n'a jamais vu de chat, vous lui montrez des photos de chat pour lui apprendre qu'est-ce que c'est qu'un chat. Lui, il suffit de regarder 3 photos de chat, et après, il reconnaîtra, il distinguera le chat sur toutes les autres photos d'animaux que vous lui montrerez. Donc, il y a une intelligence globale et ultra rapide, l'enfant de 3 ans. L'ordinateur, il faudra lui donner des millions et des millions de photos de chats mélangées avec des dizaines de millions de photos d'autres animaux pour qu'il arrive à faire cette distinction entre un chat et un autre animal. L'enfant de 3 ans, en une minute, c'est fait. Pour l'ordinateur et l'intelligence artificielle, il faut beaucoup plus que ça. Donc l'homme est fait de différents états de conscience qui sont associés à différents états de matière, de plus en plus subtils. Et donc, on ne peut pas comparer l'homme de l'esprit humain à un ordinateur ou un programme. Donc, en fait, compte, ce rêve cauchemardesque n'est-il pas, en fait, compte, pas possible, tout simplement. Mais on peut se retrouver à se reposer une autre question. Est-ce qu'on peut créer des êtres sans âme? Une question tout bête, par exemple, on arrive à créer un clone d'un être humain, peut-être que ça a déjà été fait secrètement dans les laboratoires. On crée un clone humain. Donc un être humain se retrouve avec un double, peut-être plus jeune que lui si on arrive à le faire développer à partir d'un embryon, plus jeune que lui en apparence, sauf qu'à ce jour, il aura le même âge cellulaire que lui, sauf si on lui a donné ces médicaments transgéniques de réduction des télomères. Et ce nouveau-né, ce clone, bah, donc c'est une matière vivante, c'est un être fait de chair, mais est-ce qu'il aura une âme? Ça, c'est une question qui est importante et auquel on ne peut pas répondre. Aujourd'hui, on sait que l'incarnation des âmes se fait par la relation sexuelle. Un homme, une femme ont un enfant, et cet enfant, avant même la naissance, c'est une âme qui, avant même la conception même, c'est une âme qui arrive, qui est associée à ce corps, à cet embryon, et qui sera associée pendant la vie à cette vie d'homme. Mais un clone que l'humain aurait créé sera un corps de chair avec ou sans âme. Après, on peut se dire, oui, c'est peut-être possible d'avoir un corps sans âme. Donc, on en discutera tout à l'heure tous ensemble. Et de toute façon, nous qui sommes ici, nous avons une démarche spirituelle de connaissance de soi, de souhait, de bonheur et de joie pour du bien-être de l'humanité et des personnes qui nous entourent. Mais il y a des personnes qui n'ont pas du tout cette vision-là, et nous qui nous relions à notre âme, qui essayons chaque jour de nous relier à notre âme, dans la vie de tous les jours, il y a des êtres qui sont complètement coupés de leur âme, et qui ne savent pas que l'âme existe, et qui ne vivent que pour des biens, des désirs physiques, émotionnels, voire mentaux, mais qui ne vont pas avoir ce bien, ce souci de l'humanité, du bien-être des autres. Et bien qu'ils aient une âme, mais qu'ils ne soient pas en relation avec cette âme, est-ce qu'un clone qui ne serait pas d'âme ne vivrait pas tout simplement comme ces personnes-là? Donc, ce sont des questions et des débats pour tout à l'heure. Donc, la question est vraiment où peut nous mener toutes ces expérimentations sur le transhumanisme, sur l'intelligence artificielle. La matière n'est-elle pas intelligente? N'a pas-t-elle son intelligence propre, même une conscience qui lui est propre? La matière est associée à une conscience et à une intelligence. On a vu qu'effectivement tout à l'heure dans le règne, dans le système solaire précédent, c'est l'intelligence qui a été développée au sein du système solaire, et donc la matière est intelligente.
notre matière est intelligente. Aujourd'hui, c'est l'amour qui est développé dans notre système solaire. Et donc, l'amour est associé à la conscience, l'âme et la conscience. Et donc, la matière aujourd'hui est associée à la conscience. La matière ne peut pas exister sans conscience, puisque c'est la conscience qui fait le pont entre l'esprit, la source, et puis cette matière qui nous donne forme à nos corps. Donc, plein de petites questions quand même intéressantes. Donc, donc toutes ces questions posent la question de la liberté humaine. C'est la liberté humaine qui est en jeu. Ce n'est pas simplement une amélioration du bien-être de l'être humain qui est cherchée par le transhumanisme et son dépassement. Donc, le but est vraiment de soustraire toutes les limitations matérielles pour en faire un surhomme, dans ce désir de toujours plus. Mais en plus, avec l'intelligence artificielle, la question effectivement de savoir comment l'homme pourrait être dépassé, et pas par ses propres œuvres. Et c'est l'histoire de Frankenstein, tout simplement. Et Frankenstein, c'est pas nouveau, puisque le roman date de 1880, une chose comme ça. Donc, une étude a été menée par Kaspersky sur l'intelligence artificielle auprès de 14 000 personnes. Ils ont interrogé les personnes pour savoir, une enquête qui a été faite en 2020, de quoi elles étaient prêtes par rapport au transhumanisme. 92% des personnes interrogées ont été déclarées qu'elles changeraient bien une caractéristique d'elles-mêmes si elles le pouvaient, donc grâce à ces techniques d'amélioration de l'être humain. Et 63% ont déclaré qu'elles envisageaient une augmentation humaine à l'aide de cette technologie. Donc, ces informations passent visiblement de propositions de transhumanisme très positivement dans la population. Il y a, en tout cas dans ce sondage, un accueil assez étonnant par rapport à cette proposition. Alors, pour conclure, on va parler de l'aspect spirituel. Et moi, ce que je propose, c'est tout simplement que le XXIe siècle sera spirituel ou ne sera pas. Notre connaissance scientifique aujourd'hui est vraiment infime. Elle n'a pas encore pris en compte le rôle important de la conscience dans l'évolution du monde et de l'homme. Et elle n'a pas encore découvert le domaine de l'intangible et de l'importance du monde subjectif. Mais je crois qu'elle n'est pas loin. Et on se retrouve avec la science aussi, la science est à la croisée des chemins. On voit une science matérialiste qui se développe de façon très, très, très importante avec tous ces outils technologiques. Et on voit la possibilité d'une science qui découvre le monde de l'intériorité, qui découvre l'immortalité de l'âme, qui découvre le corps éthérique et l'existence de l'âme. Et le jour où ça arrivera, et je pense qu'on n'est pas loin, donc il faut savoir qu'en France, il y a une thèse qui a été déposée par un élève, j'ai oublié son nom, mais dont la thèse a été étudiée par Jean-Jacques Charbonnier, une thèse en médecine qui proposait l'existence d'une conscience intuitive extraneuronale. Donc, la proposition de cette thèse, de cette hypothèse de conscience intuitive extraneuronale, c'est l'existence, la proposition de l'hypothèse de l'existence de l'âme. Donc, il y a vraiment des choses qui bougent beaucoup. Les témoignages, de toute façon, s'accumulent sur effectivement la vie aussi après la vie, des personnes qui sont revenues des expériences proches de la mort. Donc ça, c'est un aspect effectivement de cette science intangible qu'elle pourrait découvrir, mais il y a aussi tout simplement le corps éthérique, les chakras, les corps subtils. Avec les photos sur des hautes fréquences, on peut voir les corps subtils. Donc il y a vraiment quelque chose qui est engagé là-dedans, dans cette découverte de l'intangible. Le problème, c'est que la science officielle est totalement fermée par rapport à ces découvertes et qu'il y a une séparation très nette entre la doxa
matérialiste de la science, et puis une science qui se développe à côté, mais qui n'arrive pas à trouver son plein essor pour dire, ben oui, moi j'expérimente là-dessus, on découvre des personnes qui ont des sens extra-corporels, qui voient d'autres choses que ce qu'on voit avec les yeux, qui entendent autre chose que ce qu'on entend avec notre oreille, qui sentent aussi des choses qu'on sent autrement qu'avec notre corps. Il y a un blackout là-dessus, et ce blackout est associé un petit peu au problème des médias. C'est que les médias vont parler de ce qui les fait vendre. Les médias la mainstream sont vraiment dans la logique matérialiste du monde. Ils ne vont pas parler de ce qui va faire développer le bien commun, la fraternité, l'essor d'un monde meilleur. Ils ont tendance à mettre en avant la tâche qui salit le t-shirt blanc, et on va voir que la tâche, et on va perdre de vue tout ce qui est positif dans le monde qui nous entoure. Donc pour nous qui travaillons en tout cas avec les enseignements de l'ésotérisme, issus de la sagesse ancienne, l'homme est le mariage entre une essence spirituelle, immortelle, qu'on appelle la monade, l'étincelle divine, et une personnalité avec ses trois aspects, physique, émotionnel, mental. Et ce mariage est permis par l'âme individuelle, qui fait la jonction entre les deux. Donc on a l'esprit, l'âme, le corps, la vie, la qualité, l'apparence. L'homme est tel qu'il est ici, en tout cas c'est notre vision. Donc l'être humain est une étincelle divine travaillant dans un corps animal, au moyen d'un intermédiaire, l'âme spirituelle. Donc cette Sri Aurobindo, parce que j'ai cité Sri Aurobindo au départ, lui il parle de supramental. Donc ce qu'il dit, c'est que les Védas sont les évangiles du supramental et du divin et immortel, qui permettent la compréhension immense du tout, l'harmonie de l'être et la découverte de la vérité consciente. Donc ce supramental est la vérité consciente. Donc l'homme, par le moyen du mental, car le mental est un tremplin, va toucher à l'origine de son être individuel, qui est le supramental. Et donc derrière cette force consciente et cette vérité consciente qui est le supramental, se trouve l'être. L'être qui est à l'origine de tout ce développement et de toute cette évolution. Donc on a une trinité, donc étincelle divine, âme, personnalité, être supramental et mental, et mental qui est inclus dans cette personnalité qui est la matière. Et aujourd'hui, les recherches scientifiques qui nous proposent tous ces développements sont centrées que sur le troisième aspect, qui est l'aspect matériel. Donc il va falloir qu'un événement leur montre que ce n'est pas suffisant de travailler sur ce troisième aspect, que l'être humain est beaucoup plus grand que ça. Donc peut-être que tout simplement, dans 10 ans, ces transhumanistes s'apercevront qu'il n'est pas possible du tout de télécharger l'esprit humain sur un ordinateur, et que ça va être leur déconvenu, et qu'ils vont s'apercevoir que toute leur idée est une idée un peu folle, et qu'ils n'ont pas compris ce qu'était vraiment l'être humain. Et ce sera peut-être l'occasion de découvrir la nature réelle de l'être humain, et que peut-être des recherches plus positives mettront en avant l'existence de l'âme et son immortalité. En tout cas, la découverte de l'énergie éthérique et des points éthériques permettront de façon importante à cette découverte de l'immortalité de l'âme. Le tibétain nous parle beaucoup de cette nouvelle civilisation qui sera permise par le développement d'une ère scientifique, d'un âge scientifique. L'ère qui vient, c'est un ère scientifique parce que la science va découvrir justement cette intangible, cette énergie éthérique, et qu'avec cette découverte, on va découvrir les talents cachés de l'être humain. L'être humain est associé justement avec toutes ses capacités spirituelles, et ces capacités spirituelles sont en fin de compte aussi prodigieuses, voire plus prodigieuses que tout ce que nous promet ce transhumanisme,
Sauf que quand on les atteindra, nous serons parfaits, ou presque parfaits comme, comme le Christ, le Bouddha sont parfaits. C'est le chemin qui nous est demandé de suivre, et c'est le chemin normal de l'évolution de l'être humain, de faire cette union entre cet esprit divin que nous sommes et ce corps matériel dans lequel nous sommes incarnés. Et avec cette union, tous ces pouvoirs désirés, toute cette immortalité matérielle désirée, elles n'auront aucun intérêt, si ce n'est pour aider éventuellement le travail au sein de l'humanité à travailler pour une humanité bien meilleure. J'ai jusqu'à combien de temps pour terminer ma conférence? Je ne sais plus trop. Ah, j'ai pas le programme sous les yeux. Attends. Oui. Un quart d'heure ou pas? Oh, je crois que tout le monde est bien alerte. Tu peux avoir encore un quart d'heure si tu as encore des choses Oui. hyper intéressantes comme celle-là à nous donner. Nous t'écoutons. Alors, donc, Alice Bailey, quoi, le maître des cas à travers Alice Bailey parle beaucoup de cette nouvelle ère qui doit arriver. Donc, on a le choix, c'est pour ça que l'humanité est à la croisée des chemins, c'est que soit on prend l'opportunité d'avoir un avenir serein, fait de fraternité, soit on ne prend pas cette opportunité et on laisse le matérialisme nous emporter. Il faut savoir qu'on est libre, le libre arbitre est très important pour la hiérarchie par rapport au comportement des êtres humains. Et donc, c'est vraiment à l'humanité de prendre en main sa destinée. Donc, c'est nous, en tant qu'êtres humains, qui devons choisir ce que nous souhaitons. Soit on se laisse aller. Et si on se laisse aller, il y a une forte chance, effectivement, que le matérialisme et le capitalisme ambiant nous emportent. Cette marchandisation de la vie, de l'être humain et de tous les aspects de notre vie privée opère. Et donc, dans ce cas-là, on rentrerait un petit peu quand même dans une mini-dictature de l'informatique, de l'intelligence artificielle, qui serait mise au profit des gouvernements, des capitalistes et des multinationales. Alors ça, le tibétain en parle, hein, c'est pas des paroles en l'air. Hein. Il dit très très bien, alors je sais pas où est-ce que j'ai mis ça, que l'avenir de l'humanité est dans les mains de petites élites égoïstes qui, euh, qui met l'humanité en esclavage par le travail et qui l'empêche de vivre suffisamment pour avoir le minimum nécessaire pour vivre et l'empêcher de développer sa propre créativité. Donc, nous avons le choix entre ces deux possibilités. Donc, c'est nous tous, en tant qu'êtres humains, qui devons choisir et dire non, on ne veut pas ce développement de l'informatique, on va dire, un peu dictatorial de l'informatique et du capitalisme. Et on a le choix, et pour notre choix, à mon avis, on n'a pas grand-chose. Matt en a parlé ce matin, c'est la voix du peuple. Il faut s'exprimer, il faut que le peuple s'exprime pour dire ce qu'il souhaite. On souhaite la fraternité, la préservation de l'environnement, la préservation de nos libertés. On souhaite que le monde soit fait de partage et de coopération. Donc, si on se laisse aller, on sera prisonnier de ceux qui décident pour nous. Soit on veut sortir de ce dilemme, et il y a une évolution à faire. Et cette évolution passe par un changement du capitalisme, un changement de la science, une science qui serait ouverte au monde de l'intangible, et un changement du travail, où le travail serait considéré comme un esclavage, mais un travail qui serait choisi par soi-même, et qui serait le développement de sa propre créativité. Et les outils informatiques aujourd'hui, les robots, l'intelligence artificielle, sont un outil, et un outil peut être bien utilisé pour la dictature, le contrôle de masse, soit bien utilisé pour le bien-être commun. Et donc, tous ces outils perfectionnés peuvent être utilisés, bien sûr, à l'amélioration de la santé humaine, avec ces opérations pour nous éviter des infarctus, améliorer la mémoire au niveau du cerveau, les capacités cognitives,
pouvoir bouger, les gens qui sont amputés qui puissent retrouver leurs membres. Mais cela doit se faire dans un respect, une fraternité générale, où l'homme retrouve sa place. Et c'est quoi la place de l'homme? C'est une place intermédiaire entre le monde spirituel et les règnes de la nature. Les règnes de la nature ne sont pas là pour qu'ils deviennent des esclaves de nous-mêmes, mais on doit les protéger, on doit restaurer la planète. Écologiquement, si on continue comme ça, dans 30 ans, ce sera non pas la singularité qui va nous emporter, mais c'est peut-être plus l'effondrement écologique. Donc aujourd'hui, vraiment, l'humanité est à la croisée des chemins. Elle doit choisir son destin, et choisir son destin, c'est clairement l'exprimer. Si on ne l'exprime pas, c'est d'autres personnes qui le choisiront. Et dans ce problème du capitalisme, de la science matérialiste et du travail qui est en exploitation, il y a aussi le problème des médias. C'est que les médias aujourd'hui, les médias mainstream, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, sont à la main de millionnaires, des milliardaires, et c'est eux qui contrôlent un petit peu les informations. Donc il faut vraiment une libération du futur positif qui est possible. Il faut que ce futur positif soit divulgué, que l'humanité prenne en main sa destinée et qu'on sache parler haut et fort pour que chacun puisse choisir son avenir. Merci, j'aurai encore plein de choses à faire, mais on va peut-être le dire dans les discussions qui viennent. Merci.